La veille du Nouvel An, Alexandre a ramené à la maison une étudiante enceinte. Lorsqu'il me l'a annoncé, j'étais dans la cuisine en train de préparer des ravioles artisanales. La farce, un mélange délicat de veau et de cèpe, était la préférée de ma belle-mère Béatrice. La farine collait à mes doigts et je devais frotter fort pour l'enlever. La tête baissée, je pinçais les bords de la pâte avec une concentration absolue. Exactement 18 plis réguliers sur chaque raviole. C'était une règle immuable dans la maison de la famille Lemaire pour le réveillon. Chaque pli devait être parfait et symétrique, comme usiné au millimètre. En 6 ans de mariage, je n'avais pas développé de talent extraordinaire, mais pour le pliage des ravioles, j'aurais pu concourir au championnat de France. Dehors, les premiers feux d'artifice commençaient déjà à éclater, s'épanouissant en petites étincelles dans le ciel qui n'avait pas encore tout à fait noirci. Notre gouvernante Geneviève dressait la table dans le grand salon. L'eau bouillait dans la marmite et la vapeur recouvrait la vitre de la cuisine d'une épaisse pellicule blanche. Tout semblait exactement comme il se devait pour un soir de réveillon, à l'exception de la jeune fille qui se tenait sur le pas de la porte. Elle portait une doudoune blanche et une écharpe qui lui couvrait la moitié du visage, ne laissant voir que d'immenses yeux ronds aux longs cils. Le genre Dieu qui, même sans maquillage, respire l'innocence enfantine. Son ventre était déjà visiblement arrondi. La doudoune ne parvenait pas à le cacher. Elle devait en être à son 4e ou 5e mois. Elle se recroquevillait timidement derrière Alexandre, ses doigts agrippés au pan de son manteau en cachemire bleu marine, telle une élève de CP que l'instituteur aurait amenée dans la mauvaise classe. Alexandre se tenait sous la lumière chaude du vestibule. L'expression de son visage était complexe. On y lisait de la culpabilité, de la nervosité et une étrange résolution que je ne lui avais jamais connue. Cette même résolution, je ne l'avais vue sur son visage qu'une seule fois il y a 6 ans, le jour de notre mariage, lorsqu'il se tenait devant l'autel et me regardait marcher vers lui. Dans ses yeux brillait alors exactement la même lumière. Sauf qu'à l'époque, elle m'était destinée. « Camille » murmura-t-il. Mais dans le silence de plomb du salon, chacun de ces mots résonna distinctement comme un clou que l'on enfonce dans une planche. C'est Léa, Angélique Saurin. Elle attend un enfant de moi. La fourchette en argent que tenait Geneviève lui échappa des mains. Dans un tintement métallique, elles rebondirent sur le sol en marbre. La gouvernante se baissa précipitamment pour la ramasser, rougissant violemment, sans oser lever les yeux. Ma belle-mère Béatrice descendait justement du 1er étage. Au détour de l'escalier, elle se figea brusquement. Sa main se crispa sur la rampe et le sourire de fête qu'elle n'avait pas eu le temps d'effacer se figea sur ses lèvres. Un silence d'au moins 5 secondes envahit le salon. Sur l'écran plat, l'émission du Nouvel An battait son plein. Les présentateurs souhaitant joyeusement aux téléspectateurs bonheur et chaleur familiale. Mes doigts achevèrent le tout dernier pli. Je posais délicatement la raviole sur la planche farinée. Mes mouvements étaient si calmes que j'en fus moi-même surprise. Puis je m'essuyai les mains sur mon tablier, levai la tête et regardai la jeune fille près de la porte. Elle m'observait aussi à la dérobée. Quand nos regards se croisèrent, elle recula d'effroi comme un lapin et se cacha encore plus derrière Alexandre. « À quel mois en est-elle » demandai-je. Alexandre fut décontenancé. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que ce soit ma première question. « 4 mois. Les nausées sont fortes » demandai-je en me tournant vers Léa. « Les 3 premiers mois sont les plus difficiles, après ça s'arrange. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Ses lèvres tremblèrent, mais elle ne prononça pas un son. Elle regardait tour à tour Alexandre et moi terrifiés, essayant de comprendre si je me moquais d'elle ou si j'allais lui sauter à la gorge la seconde suivante. Alexandre répondit à sa place. « Plus ou moins, c'est surtout l'odeur de la nourriture qui l'écœure. »« C'est normal, dis-je. Quand j'attendais Léo les 5 premiers mois, je ne pouvais même pas boire d'eau. J'enlevai mon tablier, l'accrochai à la poignée de la porte de la cuisine et sortis dans le salon. Geneviève apportait déjà des chaussons d'intérieur. « Léa, c'est ça. Ne reste pas sur le pas de la porte. Il gèle dehors. Entre. » Depuis l'escalier, Béatrice me regardait comme si j'avais perdu l'esprit. Elle portait un élégant cardigan en cachemire bordeaux, ses cheveux coiffés en un brushing impeccable. Elle s'était préparée à siéger majestueusement en bout de table, pendant que son fils et sa belle-fille lui présenteraient leurs vœux. À cet instant, son visage donnait l'impression qu'elle venait d'avaler un citron entier.
Camille, tu es complètement... Maman, l'interrompis-je du ton dont on parle de la pluie et du beau temps. Alexandre a amené une invitée. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un sur le pas de la porte le soir du nouvel âme, encore moins dans son état. Je me penchais, posais les chaussons devant Léa, puis me redressais pour m'adresser à la gouvernante. Geneviève ajoutait un couvert. Léa s'assoira à côté de moi. Puisque les odeurs de cuisine l'incommodent, elle sera mieux loin des fourneaux. Alexandre observait la scène en silence. Sa pomme d'Adam tressautait nerveusement, et une tempête d'émotions que je ne parvenais pas à déchiffrer agitait son regard. Il s'était sûrement préparé à une tempête à mes larmes, à des cris, à une crise d'hystérie, peut être même à ce que je lui vide la farce sur la tête. Mais il ne s'attendait certainement pas à ce que j'offre des chaussons à sa maîtresse enceinte. « Camille », m'appela-t-il à nouveau d'une voix encore plus faible et incertaine. « Oui », je me tournai vers lui. « Merci. Pourquoi ?» Je souris légèrement. « Les fêtes sont faites pour la chaleur familiale. » Conduis Léa au canapé. « Le dîner sera bientôt prêt. » Je fis demi-tour et retournai dans la cuisine. La vapeur brûlante de la marmite m'enveloppa le visage. Je plongeai les ravioles une à une dans l'eau frémissante. Les petits carrés blancs plongeaient dans les remous bouillonnants avant de remonter à la surface. Je comptais mentalement 1, 2, 3, exactement 18 plis sur chacune. Mes mains ne tremblaient pas. Au fond de moi, la lame du couteau que j'aiguisais depuis 3 ans était plus tranchante que jamais. Je m'appelle Camille. Je suis mariée à Alexandre Lemaire depuis 6 ans. Notre fils Léo a 3 ans. Il y a 6 ans, notre mariage avait fait la une des carnets mondains de tout Paris. La famille Lemaire était l'une des plus influentes dans l'immobilier d'Île-de-France. Leur entreprise, le groupe Lemaire Immobilier dirigé par le père d'Alexandre Pierre, figurait dans le top 10 des promoteurs nationaux. Ma famille n'était pas à plaindre, mais face aux Lemaire, nous n'étions que la classe moyenne supérieure. Mes parents m'avaient offert une excellente éducation. J'avais obtenu mon diplôme dans une prestigieuse école d'architecture et avais été embauché comme architecte d'intérieur dans un bureau renommé. Alexandre et moi nous étions rencontrés lors de la présentation de notre projet pour leur nouveau complexe résidentiel. Ce jour-là, Pierre Lemaire avait réduit notre concept en cendres. Je me tenais près du projecteur serrant le pointeur laser si fort que mes jointures avaient blanchi. Après la réunion, Alexandre m'avait rattrapé près de l'ascenseur. Camille ne prenait pas les mots de mon père à cœur. Il est toujours comme ça. Votre projet est excellent vraiment. Il m'avait ensuite fait la cour pendant 6 mois. Ce n'était pas la conquête arrogante d'un riche héritier, mais des attentions maladroites, sincères et simples. Il m'apportait un parapluie les jours de pluie, me faisait livrer à dîner au bureau quand je travaillais tard. Le week-end. Il m'emmenait voir des expositions. Et quand nous étions fatigués de marcher, nous achetions des chouquettes encore chaudes que nous mangions sur un banc. Il disait qu'il ne voulait pas dépendre de l'empire familial, qu'il rêvait d'ouvrir son propre studio de design indépendant. Avec toi, juste tous les deux. Sa sincérité m'avait conquise, et à 24 ans, je l'avais épousé. Les 3 premières années de notre mariage, il m'a vraiment fait vivre un conte de fées. Il n'a pas utilisé l'argent de son père à monter une petite équipe et s'est lancé dans le design d'intérieur. Je l'aidais à trouver des clients, je dessinais les plans, je négociais avec les fournisseurs. Notre modeste studio a fini par se forger une excellente réputation. L'année de la naissance de Léo Alexandre attendait derrière la porte de la maternité et quand on lui a présenté son fils, il a pleuré plus fort que le nourrisson. Une infirmière, croyant qu'il faisait un malaise, s'est précipitée avec une chaise. Il avait balbutié « Ma femme a tellement souffert », ce qui avait ému ma mère aux larmes. À cette époque, il aimait notre famille sincèrement et fidèlement. Je le sentais. Quand tout a-t-il basculé? Sans doute 6 mois après la naissance de Léo, lorsque Pierre Lemaire a fait un AVC foudroyant et en est mort. Tout le poids de la direction du groupe Lemaire est soudainement tombé sur les épaules d'Alexandre. Il a dû fermer notre studio et retourner au siège social de l'entreprise. À partir de ce jour, il a enfilé les costumes de son père, s'est assis dans son fauteuil et a fait de son mieux pour paraître dur et autoritaire face aux anciens associés. Chaque matin, en le voyant partir, je le voyais serrer les dents. Il ne voulait pas de ce fardeau, mais il n'avait pas le choix. Il est devenu de plus en plus occupé, rentrant de plus en plus tard. L'odeur du tabac froid s'accrochait à lui. Nos conversations sont passées de «
Comment s'est passée ta journée ? Ah, Léo a bien mangé, avant de s'éteindre presque totalement. La nuit, nous étions dans le même lit, lui sur son bord, moi sur le mien. Et la couette entre nous semblait être un gouffre infranchissable. J'essayais d'arranger les choses. Je lui préparais des déjeuners, je lui proposais des sorties au cinéma. J'amenais Léo au bureau avec un plateau repas quand il travaillait tard. À chaque fois, il m'adressait un sourire de façade. « Merci, tu dois être fatigué. Rentre te reposer. » Ce sourire était poli, beaucoup trop poli, comme celui qu'on adresse à une collègue que l'on connaît à peine. À quel moment l'homme qui pleurait dans les couloirs de la maternité s'est-il transformé en un étranger indifférent? Je n'avais pas la date précise, mais je savais qu'à ce point de non-retour, un autre nom était Aparu, car le nom de Léa Sorin, je ne l'entendais pas pour la première fois. En novembre de l'année dernière, il était parti en voyage d'affaires à Rouen. À son retour, un petit détail m'a frappé. Il avait changé le code de son téléphone. Avant, c'était la date de naissance de Léo. Je prenais parfois son portable pour photographier notre fils. Ce jour-là, j'ai voulu prendre en photo le château en briques que Léo avait construit. J'ai tapé la date erreur. 2 fois, 3 fois, le téléphone s'est bloqué. Je l'ai reposé sur la table sans rien dire. Mais à partir de ce jour, je suis devenue plus attentive. Il se comportait normalement. M'embrassait toujours sur le front avant de partir, m'apportait parfois des fleurs. Mais son regard avait changé. Si quelqu'un vous aime ça, se voit toujours dans ses yeux. Quand il me regardait, son regard ne s'attardait plus, il glissait sur moi. C'est ainsi que l'on regarde un vieux meuble. Dans la maison, on sait qu'il est à sa place, mais on ne le regarde pas vraiment. 2 semaines plus tard, il a emmené Léo se promener. Au retour, notre fils serrait contre lui un jouet en bois du Jura finement sculpté. Pas du tout le genre de production industrielle. J'ai demandé d'où ça venait. Léo a répondu. C'est une jolie dame, l'amie de papa, qui me l'a donné. Alexandre est immédiatement intervenu. C'était un cadeau pour avoir participé à une animation dans le centre commercial et a changé de sujet. Je n'ai pas insisté. Je n'avais pas de preuves directes. 1 semaine après, il parlait au téléphone sur le balcon, la voix basse. La télévision tournait fort dans le salon. Je me tenais près de la porte vitrée, avec 2 verres d'eau, et j'ai entendu « Ne t'inquiète pas, je vais m'arranger. Ta seule mission maintenant, c'est de prendre soin de toi. » En raccrochant, il a sursauté en me voyant. Il a pris le verre d'eau et a lâché « Problème dans l'entreprise. » J'ai hoché la tête en silence. Combien d'hommes couvraient leurs mensonges avec cette excuse? Ils pensaient sans doute que je ne comprenais rien. Mais je n'ai pas abattu mes cartes. L'heure n'était pas venue. 2 mois plus tard, en faisant du tri, j'ai décidé de donner de vieux appareils et des livres à l'orphelinat parrainés par la Fondation Le Maire. La directrice Madame Hélène, une femme d'une 50aine d'années, m'a fait faire le tour des lieux. Soudain, elle a pointé du doigt une jeune fille en robe bleue dans la cour. « Madame Le Maire, regardez, c'est Léa, une étudiante bénévole, soutenue par la Fondation de votre mari. Elle vient chaque semaine, les enfants l'adorent. » J'ai regardé. La fille avait à peine la vingtaine. Grande élancée, les cheveux en queue de cheval. Elle souriait, avec une innocence presque désarmante, l'air aussi pur que de l'eau de roche. Léa Sorin a poursuivi la directrice. Elle étudie à Rouen. Sa famille est très modeste et la fondation de Monsieur le maire lui verse une bourse. Elle a proposé de rester aidée pendant les vacances d'hiver. « C'est merveilleux », ai-je répondu. Ce soir-là, Alexandre est rentré étonnamment tôt pour dîner. Assise en face de lui, je le regardais manger et interroger Léo sur sa journée en me remémorant le sourire de cette fille dans la cour de l'orphelinat. Quelque chose en moi s'est définitivement éteint. L'université de Rouen et les fréquents voyages d'affaires d'Alexandre là-bas prenaient tout leur sens. Mais je n'ai pas creusé davantage, non pas par déni, mais parce que l'heure n'était toujours pas venue. Et puis nous voici aujourd'hui le soir du réveillon, alors qu'il vient de la faire entrer dans notre maison. J'étais dans la cuisine. Les ravioles flottaient à la surface gonflée et luisante. Avec une écumoire, je les ai sorties une à une pour les disposer sur un grand plat en porcelaine. Exactement 18 plis sur chacune. Pas un de moins. Depuis le salon, la voix étouffée de fureur de Béatrice s'est fait entendre. « Alexandre, dans mon bureau, tout de suite. » Puis, des pas lourds, montant l'escalier. Léo est sorti en courant de sa chambre, tenant un dessin, et s'est précipité vers Léa. « Madame, regarde,
J'ai dessiné un dinosaure. Léa s'est accroupie et a répondu doucement. Ouah, c'est magnifique. Tu es un vrai petit artiste. Elle se comportait vraiment comme une éducatrice de maternelle. J'ai apporté le plat de ravioles sur la table, qui croulait déjà sous 6 entrées froides, 4 plats chauds et un bouillon de truffes. Le dîner du Nouvel An chez les Lemaire répondait toujours à des standards stricts. La table en chêne massif, achetée aux enchères par Feu Pierre, était entourée de 12 lourdes chaises. Après la mort de mon beau-père, nous n'étions plus que 5. Alexandre, Béatrice, moi, Léo et Geneviève. Ce soir, Léa nous avait rejoints, avec l'enfant dans son ventre. Cela faisait presque 7. Quand Béatrice est redescendue, son visage était blême de colère. Elle a jeté à Léa un regard capable de pétrifier un mortel. D'un geste sec, elle a déplié sa serviette comme on claque un fouet. « Alexandre, ce projet dont tu me parlais ?» a-t-elle commencé d'un ton glacial. « Immédiatement après le dîner, tu viens dans mon bureau. Maman, c'est le réveillon. On parlera affaires après les fêtes, » a répondu Alexandre, cachant mal son irritation. Après les fêtes, Béatrice a jeté sa fourchette sur la table. Le jour où tu amènes ça dans cette maison, tu dois t'attendre à t'expliquer immédiatement. Léa s'est recroquevillée sur sa chaise, les doigts entrelacés. Elle avait enlevé sa doudoune dévoilant une robe en mailles amples qui soulignait son ventre. Ses clavicules étaient saillantes, elle paraissait encore plus jeune 20 et 1 an tout au plus. « Maman, je me suis levée une flûte de champagne à la main. C'est une nuit de fête. Ne mettons pas notre invité mal à l'aise. Gardons ces discussions pour demain. Je lève mon verre à votre santé. » Béatrice m'a dévisagé. Dans ses yeux se mêlaient la rage, l'humiliation et une profonde incompréhension de mon attitude. Elle devait se demander pourquoi l'épouse légitime ne griffait pas le visage de cette fille au lieu d'arrondir les angles. Néanmoins, elle a trinqué froidement et a bu sa coupe d'un trait avant de la reposer avec un bruit sourd et de se murer dans le silence. Je me suis assise et ai déposé une tranche de chapon rôti dans l'assiette de Léa. Goûte, c'est la spécialité de Geneviève. Léo en raffole. Léa a levé vers moi des yeux brillants de larmes. « Merci Camille. »« Je t'en prie, » ai-je répondu en lui servant un peu de poisson. « C'est riche en protéines, très bon pour le bébé. » J'ai ensuite pris la plus grosse langoustine pour la mettre dans l'assiette de ma belle-mère. « Maman, servez-vous. » Geneviève les a choisis ce matin. Béatrice a poussé un lourd soupir. Elle avait dû conclure que sa belle-fille était soit une sainte, soit complètement folle. L'atmosphère était étouffante. Alexandre, coincé entre moi et Léa, fixait son assiette sans oser dire un mot. Léo était le seul à vraiment profiter d'eux. La soirée bombardant Léa de questions. « Et y a un bébé dans ton ventre. Tu aimes les dinosaures. » Léa a fini par sourire, et la courbe de ses lèvres m'a semblé étrangement similaire à la mienne. En baissant la tête, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone. 2 messages. L'un de ma meilleure amie Sophie. « Bonne année, ma belle. » J'ai tout fouillé sur la fameuse fondation. Tout est là. L'autre de mon père Jean. « Camille, maître Laurent, a préparé l'inventaire complet du patrimoine. Je te le transmets après les fêtes. » J'ai effacé les notifications et retourné le téléphone. Le lendemain de ce réveillon, j'ai quitté cette maison avec Léo pour ne jamais y revenir. Les mois qui ont suivi ont été un véritable ouragan judiciaire. Les preuves que j'avais accumulées ont suffi à destituer Alexandre, à geler ses avoirs et à finaliser notre divorce. Grâce à ma nouvelle liberté, j'ai pu adopter la petite Nina de l'orphelinat et fonder mon propre cabinet d'architecture. Près d'1 an s'était écoulé depuis cette fameuse nuit. J'ai regardé l'écran de mon téléphone pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le nom Alexandre s'affichait en lettres noires, flottant sur l'écran lumineux. Autrefois, l'apparition de ce nom faisait battre mon cœur un peu plus vite. Aujourd'hui, il ne suscitait en moi qu'une vague lassitude semblable à celle que l'on ressent face à une tâche administrative ennuyeuse qu'il faut bien finir par accomplir. J'ai levé les yeux vers l'autre rive du lac d'Anguien. À travers la brume légère de l'après-midi, j'ai distingué une silhouette solitaire immobile près d'un saule pleureur. C'était lui. Même de loin, son allure semblait différente. Les épaules affaissées, les mains enfoncées dans les poches de ce qui ressemblait à un simple manteau de laine terne, bien loin de ses luxueux par-dessus en cachemire sur mesure. J'ai tapé une réponse courte, sans émotion.
Tu peux venir, mais tu restes à 10 mètres. Et tu ne restes pas longtemps. Je me suis levée de l'herbe fraîche époussetant mon jean. Nicolas, mon frère, m'a lancé un regard interrogateur tout en continuant de courir avec le cerf-volant. Je lui ai fait un signe de tête discret en direction de l'autre rive. Le visage de Nicolas s'est durci instantanément. Il a doucement ralenti sa course, faisant redescendre le cerf-volant et a rassemblé Léo et Nina près de lui. Mon père, lui, n'a pas bougé de son siège de pêche, mais j'ai vu sa main se crisper sur le manche de sa canne. Marcel le chat a ouvert un œil jaune et scrutateur. Quelques minutes plus tard, Alexandre marchait sur notre berge. Le bruit de ses pas sur les graviers semblait résonner dans le silence soudain qui s'était abattu sur notre petit groupe. Quand il s'est arrêté à la distance convenue, j'ai pu enfin détailler les ravages que ces quelques mois avaient opérés sur lui. Le grand PDG du groupe Le Maire, l'homme à la prestance écrasante qui régnait sur les dîners mondains parisiens, n'était plus qu'une ombre. Ses tempes avaient brusquement blanchi. Son visage, autrefois si lisse et sûr de lui, était creusé marqué par des cernes violacées et une barbe mal taillée de plusieurs jours. Ses yeux d'habitude si perçants fuyaient mon regard. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Camille. Sa voix était rauque, brisée. Il a esquissé un mouvement vers l'avant, mais je n'ai pas reculé. Mon immobilité glaciale l'a stoppé net. « Bonjour, Alexandre. Tu voulais voir les enfants. Ils sont là. » Il a tourné la tête vers Léo et Nina, qui se tenaient derrière Nicolas. Léo l'a regardé avec la curiosité prudente d'un enfant qui reconnaît une figure familière, mais qui perçoit la tension des adultes. Nina, avec l'instinct de survie aiguisé des enfants qui ont trop tôt connu l'injustice, a fait un pas pour se placer légèrement devant Léo, comme pour le protéger, serrant fermement la main de son frère adoptif. « Léo, mon grand garçon !» murmura Alexandre, les larmes aux yeux. « Tu as tellement grandi. » Léo a fait un timide signe de la main. « Bonjour, papa. » Il n'y avait ni haine ni peur dans sa voix, juste une distance polie. C'était peu, être ce qu'il y avait de plus cruel pour Alexandre, constater que son absence n'avait pas détruit son fils, mais qu'elle l'avait simplement rendu insignifiant dans son nouveau monde. Alexandre a ensuite posé les yeux sur Nina. Il a dégluti. « C'est elle, la petite de l'orphelinat. »« Oui, ai-je répondu sèchement. Elle s'appelle Nina Le Maire. Puisque légalement nous étions encore mariés lors de l'adoption finale, elle porte ton nom. Mais ne t'en fais pas, la procédure de changement de nom pour reprendre mon nom de jeune fille est en cours. Bientôt, il n'y aura plus de Le Maire ici. » Il a encaissé le coup en fermant les yeux. Puis il s'est tourné vers moi, le regard implorant. « Camille, je t'en prie. Je suis détruit. Je n'ai plus rien. Le conseil d'administration m'a interdit l'accès au siège. Maître Laurent et ton équipe de requins financiers ont bloqué chaque compte, épluché chaque facture de mes 10 dernières années de direction. Ils ont même confisqué mes parts dans les filiales étrangères. Je vis dans un studio minable à La Défense. Ma mère est à moitié paralysée, enfermée dans cette immense maison vide à Neuilly où personne ne vient plus. Pas même ses soi-disant amis de la haute société. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, le visage impénétrable. Le vent du lac soufflait sur mon visage froid et purifiant. Pourquoi me racontes-tu cela? Alexandre, attends-tu de moi de la pitié? As-tu oublié la soirée du réveillon? Tu as introduit ta maîtresse enceinte sous le toit où dormait ton fils. Tu as cru pouvoir me transformer en intendante de ton hypocrisie. J'ai été stupide. J'ai été un idiot, un malade. Il a presque crié, la voix brisée par les sanglots, s'attirant un regard menaçant de Nicolas qui a fait un pas en avant. J'ai levé la main pour calmer mon frère. Je ne l'aimais pas, Camille. A continué Alexandre, la voix tremblante. C'était une crise, une folie, une faiblesse de l'ego. Quand j'ai découvert la vérité sur Angélique, quand la police m'a convoqué pour les fausses factures de la société de consulting, c'est là que j'ai compris à quel point j'avais été manipulée. J'ai laissé échapper un petit rire sec qui l'a fait tressaillir. Manipulé. C'est le mot que tu choisis. Tu n'as pas été manipulé, Alexandre. Tu as simplement trouvé quelqu'un dont la morale était aussi vacillante que la tienne. Tu pensais acheter la jeunesse et l'admiration inconditionnelle. Tu as cru que ton argent t'offrait une immunité contre les conséquences. Et maintenant tu viens te victimiser devant moi. Il a baissé la tête. L'humiliation était totale. Le test de paternité, murmura-t-il si bas que j'ai dû tendre l'oreille. Tu avais raison.
Je l'ai forcé à le faire avant le procès pénal. Le bébé n'est pas de moi. C'est bien celui de ce petit voyou de Rouen. Quand le juge d'instruction lui a mis la pression pour les détournements de fonds, elle a tout avoué pour essayer de réduire sa peine. Elle a même essayé de dire que je l'avais forcé à encaisser ses 15 000 €. Il a relevé la tête, le visage ravagé par le désespoir. Elle a failli m'envoyer en prison, Camille. Heureusement, mes avocats ont prouvé que j'étais une victime de son escroquerie. Mais la presse m'a massacré. Mon nom est devenu une blague dans tout le milieu des affaires parisiens. Le grand Alexandre Lemaire, plumé par une hôtesse de bar de province. Et c'est cette humiliation publique qui te fait pleurer, n'est-ce pas? Ai-je dit sans aucune once de compassion. Pas le fait d'avoir détruit ta famille, pas le fait d'avoir trahi tes vœux. Ce qui te ronge, c'est que ton ego, cette statue d'or que tu adorais tous les matins devant ton miroir, s'est brisé en 1000 morceaux. Non, Camille, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il a fait un nouveau pas, franchissant la ligne imaginaire, les bras tendus. Avant même que j'aie pu réagir, Nicolas était là. D'une main ferme, il a repoussé Alexandre en arrière. On avait dit « 10 mètres Lemaire. Recule. Maintenant ». La voix de mon frère était calme, mais d'une fermeté absolue. Alexandre a regardé la carrure imposante de Nicolas. Puis mon père, qui s'était finalement levé, se tenant silencieux, mais prêt à intervenir en arrière-plan. Il a compris qu'il n'avait plus aucune autorité ici. Il n'était plus le maître des lieux, mais un intrus pathétique. « Alexandre, ai-je » reprit ma voix, reprenant un ton clinique presque professionnel. La clause testamentaire de ton père était claire. Pierre savait que ton arrogance te perdrait un jour. Il m'a légué les clés de l'Empire, non pas pour moi, mais pour Léo. L'entreprise va bien. Je l'ai restructurée. J'ai licencié tes amis corrompus du conseil et j'ai placé des gens compétents. Les dividendes iront dans un fonds d'études pour Léo. Quant à toi, tu vas percevoir la rente minimale prévue par les statuts pour les fondateurs écartés. De quoi vivre modestement. Ce qui pour toi doit ressembler à une condamnation à mort. Il est resté silencieux, les bras ballants. « Tu ne viens pas pour eux, Alex, » ai-je continué en désignant les enfants. « Tu viens pour toi. Tu cherches une absolution. Tu veux que je te dise, que je te pardonne pour que tu puisses enfin dormir la nuit. Tu veux que Léo court dans tes bras pour te prouver que tu n'es pas un monstre. » J'ai planté mon regard dans le sien, cherchant la moindre trace de l'homme que j'avais épousé jadis. Il n'y avait plus rien. « Je ne te hais pas, Alexandre. La haine demande trop d'énergie. J'en avais besoin pour construire l'avenir de mes enfants, pour bâtir mon cabinet, pour assurer ma liberté. Ce que je ressens pour toi aujourd'hui, c'est l'indifférence la plus totale. Tu es un étranger, un lointain souvenir. » Ces mots ont eu l'effet d'une lame physique. Son visage s'est décomposé, ses lèvres ont tremblé. Il aurait préféré mes cris, ma colère, mes insultes. La colère aurait prouvé qu'il existait encore à mes yeux. L'indifférence était son cercueil. Puis-je au moins venir le voir le week-end prochain, un après-midi? A-t-il supplié d'une voix presque inaudible. Les visites sont définies par le juge des affaires familiales. Tu as droit à un samedi par mois en lieu neutre. Tu devais l'exercer la semaine dernière et tu n'es pas venu. J'avais une audience avec le liquidateur pour mes biens immobiliers. Léo t'a attendu 1 heure. Puis il est parti jouer avec Nina sans même réclamer. Ne viens pas ici perturber leur équilibre quand ta propre vie est un champ de ruines. Reconstruis-toi, Alexandre. Fais-toi soigner. Trouve un vrai travail. Et le jour où tu auras quelque chose de stable à offrir à ton fils, pas de l'argent, mais une présence véritable, alors tu contacteras mon avocat pour demander une révision des droits de visite. Jusque-là, ne reviens plus au lac. Il est resté planté la lourde battue vaincue. Le silence n'était brisé que par le clapotis de l'eau sur la berge et le souffle léger du vent dans les saules. Puis lentement, Léo s'est avancé d'un pas. Il a fouillé dans la poche de son petit manteau et en a sorti un petit caillou blanc parfaitement poli par l'eau du lac. Il a marché vers Alexandre, s'arrêtant à bonne distance, et a posé le caillou sur le sol entre eux deux. « C'est pour toi », a dit Léo d'une petite voix. « Papy m'a appris que quand on est triste, on regarde la pierre, et on pense que l'eau l'a rendue douce, même si ça a pris très longtemps. Au revoir, papa. » Léo s'est retourné et a couru vers Nina qui a pris sa main, et tous deux sont repartis en courant vers mon père, réclamant que l'on relance le cerf-volant. Alexandre a regardé le petit caillou blanc sur le sol.
Une larme solitaire a coulé sur sa joue mal rasée. Il s'est baissé péniblement la ramasser et l'a serrée au creux de sa paume. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'a rien dit. Il a compris. Il a tourné les talons et a commencé à marcher, s'éloignant lentement le long du chemin de terre. Sa silhouette se fondant peu à peu dans les ombres grandissantes de la fin d'après-midi. Je suis resté à le regarder partir jusqu'à ce qu'il disparaisse totalement. J'ai pris une grande inspiration, emplissant mes poumons de l'air frais et vivifiant de la campagne. Un poids immense que je portais sans m'en rendre compte depuis des mois venait de s'évaporer. Le chapitre était définitivement clos. La cicatrice était là, bien sûr, mais elle était solide. Elle ne saignerait plus jamais. Je me suis retourné pour rejoindre les miens. Mon père avait rallumé sa cigarette et me regardait avec une fierté silencieuse. Marcel, le chat, était venu se frotter contre mes chevilles en ronronnant. « Tout va bien ?» a demandé Nicolas en s'approchant l'air protecteur. « Tout est parfait » ai-je répondu en souriant sincèrement. « Allez, donne-moi le fil de ce cerf-volant. Je vais vous montrer comment on l'envoie dans les nuages. » La soirée s'est prolongée dans la douceur. Nous sommes rentrés dans la vieille maison en pierre de mon père. À l'intérieur, l'atmosphère était aux antipodes du manoir stérile de Neuilly. Ici, il y avait l'odeur du feu de bois du ragoût qui mijotait les rires des enfants qui jouaient à cache-cache sous les escaliers qui grinçaient et la chaleur des présences authentiques. Pendant que mon père servait le dîner, je me suis assise un instant dans le grand fauteuil près de la cheminée avec mon ordinateur sur les genoux. J'ai ouvert les fichiers de mon cabinet Nika. En seulement quelques mois, nous avions accompli des miracles. Les anciens collègues qui m'avaient suivi formaient une équipe dévouée, motivée non par la terreur ou l'appât du gain, mais par la passion de l'architecture éco-responsable. Nous venions de remporter l'appel d'offres pour la réhabilitation d'un grand centre culturel dans le nord de Paris. Le jury avait été séduit par notre approche humaine, loin des blocs de béton froid que le cabinet d'Alexandre pondait à la chaîne autrefois. Sophie, qui avait quitté son poste de détective amateur pour devenir mon bras droit et directrice de la communication, accomplissait un travail exceptionnel. D'ailleurs, Sophie m'a envoyé un message à cet instant précis, devine, qui a fait la une de la section Faits divers, régionaux, notre chère Angélique, Léa. Elle avait joint une capture d'écran. L'article relatait qu'une jeune femme avait écopé de travaux d'intérêt général supplémentaires après une altercation dans un supermarché près de Marseille, suite à une tentative de vol de couches pour bébé. La photo, bien que floutée, laissait deviner les traits tirés et fatigués de celle qui se rêvait en maîtresse régnante d'un empire parisien. La chute avait été aussi brutale que l'ascension avait été artificielle. Je n'ai ressenti aucune joie face à cette nouvelle, seulement la confirmation implacable que l'univers a une curieuse façon de remettre les pendules à l'heure. J'ai effacé le message sans y répondre. Plus tard, dans la soirée, après avoir couché Léo et Nina, je suis retourné dans ma chambre. J'ai regardé par la fenêtre. La lune se reflétait à la perfection sur la surface lisse du lac d'Anguien. Je me suis souvenu de ce soir de décembre il y a 3 ans quand tout avait basculé. J'avais trouvé Alexandre endormi sur le canapé, son téléphone déverrouillé glissé sur le tapis. En voulant le poser sur la table, l'écran s'était allumé sur un message. « Ne me fais plus attendre mon amour. Je veux la vie que tu m'as promise. » Ce jour-là, au lieu de hurler de pleurer, de jeter des assiettes ou de demander le divorce sous le coup de l'émotion, ce qui aurait conduit à un partage à l'amiable où il m'aurait manipulé. Pour tout garder, j'avais pris une grande inspiration, verrouillé le téléphone et l'avais remis sur le tapis. Pendant 3 ans, j'avais joué la comédie. J'avais supporté ces absences inexpliquées, ces odeurs de parfums étrangers, les regards condescendants de ma belle-mère Béatrice, qui pensait que j'étais une idiote soumise, et les faux sourires de ses associés. Pendant 3 ans, la nuit pendant qu'il dormait, à poing fermé persuadé de son invincibilité, je copiais des disques durs. J'engageais des enquêteurs privés sous de faux noms. J'étudiais le droit des sociétés. Et je me rapprochais de Maître Laurent, le seul homme qui connaissait les secrets de Pierre Lemaire. J'avais ravalé ma fierté 1000 fois. J'avais pleuré en silence dans ma voiture. J'avais douté. Mais à chaque fois que je regardais Léo dormir, je trouvais la force de continuer mon œuvre patiente de tissage, préparant le filet dans lequel Alexandre finirait inévitablement par s'empêtrer tout seul. Aujourd'hui, le filet était levé. J'étais libre.
Mon père est entré doucement dans la chambre, tenant 2 tasses de tisane fumante. Il m'en a tendu une et s'est appuyé contre le rebord de la fenêtre regardant la nuit avec moi. « Tu as bien géré, ma fille. Tout à l'heure au lac. » J'étais prêt à lui refaire le portrait s'il s'approchait trop près. J'ai souri posant ma tête contre son épaule solide. « Je sais, papa, mais il s'est déjà détruit tout seul. Il n'a plus besoin de nous pour ça. Et toi ?» a-t-il demandé doucement, le regard rempli d'une sollicitude infinie. « Comment tu te sens vraiment ?» Au fond de toi, j'ai fermé les yeux écoutant le son lointain du vent dans les arbres, humant l'odeur de la verveine et de la nuit froide. J'ai pensé à Léo qui dormait paisiblement. J'ai pensé à Nina qui rattrapait le temps perdu de l'enfance. J'ai pensé à mon équipe chez Nika qui m'attendait lundi pour de nouveaux projets grandioses. Je me sens vivante, papa, pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, le soleil s'est levé tôt, inondant le lac d'une lumière dorée. La maison a commencé à s'éveiller. Les rires de Nina et Léo ont résonné dans le couloir, poursuivant Marcel le chat qui fuyait indigné. L'odeur des crêpes que Nicolas préparait dans la cuisine montait jusqu'à l'étage. Je me suis habillée avec des vêtements confortables, prête à profiter de ce dimanche parfait. En descendant les escaliers, j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. Il n'y avait plus la femme fatiguée et anxieuse du manoir de Neuilly. Il y avait une femme forte accomplie, dont le regard brûlait d'une détermination sereine. Béatrice m'avait rappelé une fois de plus, la veille laissant un long message vocal, larmoyant implorant que Léo vienne pour les vacances de Pâques. Sa voix affaiblie par l'AVC trahissait sa solitude absolue. Sans Alexandre, pour jouer le fils prodigue sans personnel, pour maintenir l'illusion de la grandeur, elle vivait entourée des fantômes de son snobisme passé. J'avais accepté non pour elle, mais parce que Léo avait le droit de connaître sa grand-mère aussi imparfaite soit-elle. J'enverrais la nounou l'accompagner. Béatrice apprendrait à la dure que l'amour et le respect ne s'achètent pas et ne s'exigent pas, ils se méritent. Dans la cuisine, l'agitation était à son comble. Léo était couvert de sucre glace, et Nina tentait de retourner une crêpe à la poêle avec l'aide de Nicolas, ce qui s'est soldé par une crêpe collée au plafond, déclenchant l'hilarité générale. Mon père riait aux larmes, essuyant ses lunettes embuées. J'ai pris place à la grande table en bois rustique, sirotant mon café fumant. Je les observais tous, le cœur gonflé d'une gratitude immense. L'orage était passé. La tempête que j'avais déclenchée avait rasé l'édifice pourri de mon ancienne vie, mais la fondation que j'avais préservée était solide. J'avais bâti un nouveau monde de mes propres mains, et personne plus jamais ne viendrait l'ébranler. La journée a filé à une allure folle. Nous avons fait une longue balade à vélo en forêt pique-niquée, sous les grands chênes centenaires et ramassé des champignons. À la fin de la journée épuisés mais heureux, les enfants se sont endormis sur la banquette arrière de mon break. En garant la voiture devant la maison, j'ai regardé une dernière fois vers le lac plongé dans l'obscurité. Il m'a semblé que les eaux sombres avaient définitivement englouti le spectre d'Alexandre Lemaire, purifiant mon territoire de sa présence. Demain serait lundi. Le cabinet Nika ouvrirait ses portes à 8 heures tapantes. Une grande réunion avec les investisseurs suisses était prévue à 10 heures pour valider notre projet de centre écologique. Je savais exactement quel tailleur j'allais porter, avec quel sourire d'assurance j'allais les convaincre et quelle passion je mettrais dans chaque mot prononcé. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit le proverbe. Mais j'avais découvert quelque chose d'encore plus vrai. Le succès, la paix intérieure et la liberté sont les véritables récompenses d'une patience à toute épreuve. J'ai sorti les enfants endormis de la voiture, les portant un par un jusqu'à leur lit tiède. J'ai embrassé leur front. J'ai éteint la lumière du couloir et suis descendu rejoindre mon père et mon frère pour un dernier verre de vin devant la cheminée. « À nous », a dit simplement mon père en levant son verre. « À nous », avons-nous répondu en chœur avec Nicolas. Les flammes dansaient joyeusement dans l'âtre crépitant avec une énergie nouvelle. J'ai pris une gorgée de vin rouge, savourant sa complexité, ses arômes de fruits rouges et de bois de chêne. La vie était belle, intense, véritable. Et dans ce grand salon familial, aux pierres nues, entouré de l'amour inconditionnel des miens, sachant que mon fils grandirait dans la vérité et que ma petite fille adoptée avait enfin trouvé un foyer, je me suis dit que finalement, Réveillon de l'année précédente n'avait pas été une tragédie. Il avait été ma libération,
la fin d'une mascarade et le premier jour du reste de ma vie.